Nous sommes mercredi 6 avril 2022. Voici les titres. Procès Thomas Sankara. Blaise Compaoré condamné à la perpétuité. Le verdict est tombé ce matin même. L'ancien président burkinabé ainsi que Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré ont été déclarés coupables et écopent de la prison à vie. Une décision qui intervient 34 ans après la mort de Thomas Sankara. Il sera également question dans ce 20h du compte rendu de l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce 6 avril 2022 qui s'est tenu sous la présence effective du président du Faso qui a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, entre autres adoption de décrets, nomination et autorisation d'émission à l'étranger. Les détails pour vous également dans quelques instants. Et puis au Mali, l'ONG Human Rights Watch accuse les forces armées maliennes d'avoir perpétré un massacre dans le village de Moura, situé dans le centre du pays. L'armée malienne affirme pourtant avoir tué plus de 200 combattants islamistes, chose contestée par l'ONG. Les détails également en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 20h. Après 6 mois d'audience, le procès Thomas Sankara a enfin livré son verdict ce 6 avril 2022. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré ont été déclarés coupables d'avoir planifié le coup d'État du 15 octobre 1987 qui a coûté la vie au président Thomas Sankara et 12 autres de ses compagnons. Ils sont donc condamnés à vie. Les avocats de la partie civile se félicitent du dénouement de ce procès qu'ils qualifient d'historique. Le compte rendu, c'est avec Abdoul Rahim Niagne. Le tribunal militaire statuant en premier ressort sur l'affaire assassinat Thomas Sankara a reconnu coupables les accusés Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré des infractions d'attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Ils sont condamnés à la perpétuité. C'est la peine maximale en matière pénale qui va au-delà des réquisitions du parquet militaire qui était à 30 ans d'emprisonnement. Une peine qui n'est pas du tout approuvée par les avocats de la défense, comme celui de Gilbert Diendéré qui estime que la culpabilité de son client n'a pas été établie. Le parquet nous a fait comprendre qu'il s'est abstenu et c'est pourquoi sa complicité est là, qu'il aurait dû, après les tueries, arrêter le commando, arrêter Blaise Compaoré, arrêter Lengani qui était le haut commandant, le chef militaire suprême, et arrêter Henri Zongo. Que ne l'ayant pas fait, il s'est rendu coupable et complice. C'est ce qu'ils ont dit. On s'est dit que sa complicité est basée sur une abstention. Si mon client veut exercer une voie de recours, on va l'accompagner. C'est tout. En plus de Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, 6 autres accusés ont été condamnés d'une peine allant de 3 à 20 ans de prison ferme. 2 autres, à savoir Albert Belem-Liliga et Diakaria Démé, écopent chacun de 5 ans de prison avec sursis. Les avocats de la partie civile se réjouissent du dénouement de ce procès après plus de 3 décennies d'attente. La vérité judiciaire n'est pas une vérité partisane. On a eu tout le temps de ce procès, on a vu défiler des témoins, on a vu exposer des preuves à l'appui et aujourd'hui les juges ont tranché. Bien sûr, certains pourront continuer à épiloguer, mais les faits sont là, têtus. La vérité judiciaire a triomphé toujours. Comme j'ai l'habitude de le dire, la justice a son heure, son horloge retarde parfois, mais toujours l'heure finit par sonner. Toujours selon ses avocats, le procès s'est tenu dans les règles de l'art, à savoir la garantie de la présomption d'innocence et la garantie du droit des accusés dans les débats contradictoires. Tout cela concourt à donner une à la justice burkinabé, selon la partie civile qui entend relancer le volet international du dossier. Oui, forcément satisfait parce que ce que nous attendions, c'était déjà que ce procès aille à son terme et qu'une décision soit rendue. Et que subséquemment il y ait un procès équitable pour tous. Donc à l'aboutissement, d'abord le verdict a consacré des condamnations. Donc pour nous, nous sommes satisfaits.
Au volet international, nous entendons d'ailleurs dans les jours à venir relancer le tribunal pour savoir qu'est-ce qu'il en est, parce qu'un autre juge doit être désigné. Le premier juge qui était en charge de l'affaire ayant été nommé directeur du tribunal militaire, la justice militaire ne pouvant plus officier, nous entendons aller jusqu'au bout pour qu'on soit situé définitivement sur les implications supposées des pays étrangers. Donc nous allons faire une requête dans les jours à venir et puis nous verrons ce qu'il en est. Les accusés Bossobet Traoré, Alidou Jean-Christophe Diebré et Amadou Kafando ont été acquittés. Le tribunal précise aux parties qu'elles disposent de 15 jours conformément au code de procédure pénale pour interjeter appel. Il maintient par ailleurs les mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire et Hyacinthe Kafando en fuite. Cette brève information avant de poursuivre ce journal, l'ancien président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a regagné son domicile ce 6 avril 2022. C'est ce qui ressort du communiqué signé du porte-parole du gouvernement et rendu public ce jour même. Cette libération fait suite aux concertations entamées il y a un peu plus de 3 semaines, précise le dit communiqué. Retour à présent pour la suite de ce journal. Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré ont été condamnés à la prison à vie par le président du tribunal militaire à l'issue du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. En rappel, ce procès a connu son dénouement aujourd'hui même, une date qui restera gravée dans la mémoire de la famille Sankara qui peut enfin pousser un ouf de soulagement après 35 ans d'attente. On les écoute au micro de Maxime Jean-Eudes de Bambara. Des acclamations en guise de célébration de la victoire judiciaire gagnée par la famille Sankara après le long feuilleton judiciaire de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Après 35 ans de veille et de lutte, le dossier Thomas Sankara connaît son dénouement avec la condamnation à la prison à vie des 3 principaux accusés que sont Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Du côté de la famille Sankara, l'on se réjouit du verdict rendu. Nous avons attendu depuis 35 ans. On a tous attendu ensemble. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Le juge a donné son verdict. C'est la loi. Bon, donc tout le monde apprécie. Vous êtes satisfaite? Bon, c'est quelque chose en tout cas qu'on a demandé. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes. Le verdict est certes bon à prendre, mais avec l'absence de Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014 et de Hyacinthe Kafando en fuite depuis 2016, la famille Sankara reste sur sa soif de la vérité. Pour les membres de la famille, toute la vérité n'a pas encore été dite. C'est qu'on aurait voulu, qui vraiment a décidé, qui a programmé, qui a exécuté. Puisque même l'exécutant principal, Hyacinthe, n'est pas là. Le grand décideur qui est Blaise Compaoré n'est pas là. Bon, qui peut parler à leur place? On ne peut que continuer à supposer. Mais il y a l'histoire qui est plus précise et plus experte que nous les hommes. Un jour, on va avoir une page de la vraie histoire de l'assassinat du 15 octobre. Mais si pour le moment, sur les faits qui ont été donnés, moi je suis satisfait. Si le dénouement de ce procès devrait permettre à la famille Sankara de faire son deuil, elle dit attendre la décision des avocats de la défense qui ont un délai de 15 jours pour interjeter appel conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. En plus des 12 accusés présents sur les 14, plus d'une centaine de témoins ont été entendus dans le déroulement de ce procès Thomas Sankara et 12 autres qui a duré 6 mois. Eh bien, nous restons toujours sur la même actualité pour écouter la réaction de quelques citoyens qui ont assisté au verdict du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Pour ces derniers, ce procès se veut pédagogique et le verdict bon à apprendre, notamment celui des 3 principaux accusés qui écopent de la prison à perpétuité. Les propos sont recueillis par Maxime Jean-Eudes de Bambara, notre reporter sur place. Enfin, on est soulagés, on est vraiment soulagés. C'est une victoire d'étape pour nous, pour les familles, pour tous ceux qui sont épris de l'idéal Sankara, parce qu'au moins on peut aller vers une réhabilitation politique, vers un aspect de reconnaître que Sankara voulait le bien du pays, le bien d'Afrique, et c'est important. Pour aussi l'histoire, parce que les coups d'État sont désormais proscrits. Et donc ça aussi c'est important pour
l'histoire du pays et pour toute l'histoire de l'Afrique que désormais on peut juger les coups d'État et condamner de lourdes peines. À écouter les peines qui ont été dites par le procureur, à savoir la déchéance de tous les titres de M. Yassine Kafando, de M. Gilbert Diendéré et de M. Blaise Compaoré, parce que c'est désormais comme ça qu'il faut les appeler. Ils deviennent des citoyens lambda. Et on leur a conféré ce qu'il y a de plus grand dans notre législation, la peine à perpétuité, la prison à vie. Et nous saluons la prise en main de la liberté de nos juges, à qui tous les droits sont donnés pour ne plus être inféodés à aucune manipulation, qu'elle vienne du palais ou qu'elle vienne de caserne. La justice du Burkina sort de son sommeil, enfin. Donc il y a l'espoir même pour la démocratie et le développement. Parce que le développement d'un pays s'appuie sur l'équité et l'intégrité de la justice. Ça a beaucoup tergiversé. Je crois que l'actualité nous dit que Thomas Sankara et ses camarades ont eu une partie de justice, parce que c'est une partie qui peut satisfaire les combattants que nous sommes, que vous êtes, et qui peut préparer maintenant un Burkina où, pour accéder au pouvoir, on va hésiter à massacrer des humains pour accéder au pouvoir. Je pense que c'est une victoire pour l'ensemble de notre peuple. Je pense qu'aujourd'hui, avec le verdict que nous venons d'entendre, cela devrait, je pense, apaiser nombre de cœurs. Cela devrait pouvoir permettre à d'aucuns de faire leur deuil, et l'un dans l'autre, je pense que c'est véritablement un grand soulagement. Toujours suite au verdict du procès Thomas Sankara qui est tombé ce mercredi 6 avril 2022 où 11 personnes ont été condamnées, dont 3 à perpétuité. Une victoire donc pour les sankaristes qui, après le tribunal militaire, ont tenu à manifester leur joie au mémorial à Thomas Sankara. L'ambiance de cette manifestation dans ce reportage signé Fatimata Nikema. C'est par cette parade que ceux qui défendent l'idéal sankariste sont arrivés au mémorial Thomas Sankara. Et c'est parti pour la célébration. Chants et danses ont marqué le début de cette cérémonie en hommage au père de la révolution burkinabé et ses compagnons tombés le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente. Après ces scènes de liesse, place à la procession suivie du dépôt de gerbes de fleurs au pied du bâtiment devant lequel est tombé le capitaine Thomas Sankara. Selon le président du mémorial Thomas Sankara, le verdict délivré par la justice burkinabé ce 6 avril 2022 est une fierté pour le peuple burkinabé et doit servir de leçon. Ça rétablit quelque chose au niveau mondial et je pense que tout le peuple burkinabé devrait être fier. Fier parce que nous avons une justice compétente qui est capable 35 ans après, avec 20 000 pages, de dire la justice, de dire le droit. Fier parce que au niveau de tous les autres peuples, ils savent que cela n'aurait été peut-être pas possible chez eux, mais cela a été possible au Burkina Faso. Cette cérémonie d'hommage a été marquée par des discours de ceux qui se réclament de l'idéal sankariste. Des discours pour rendre hommage aux personnes qui ont contribué à cette victoire, mais aussi des messages pour lancer des requêtes auprès des autorités actuelles du Burkina Faso. Nous allons prendre attache avec le gouvernement dans le cadre de la continuité de l'État, comme cela a été souligné. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2014 ont eu à cœur à ce que justice soit rendue, à ce qu'il y ait un lieu de mémoire pour Thomas Sankara. Nous attendons à ce que cette action soit poursuivie et nous allons maintenant prendre attache avec les autorités pour faire avancer les autres dossiers avec comme point d'urgence les obsèques nationales pour Thomas Sankara et pour ses compagnons. Il est ressorti lors du procès des noms d'autres personnes figurant parmi les victimes du coup d'État du 15 octobre 1987 qui sont tombées sur d'autres sites. Chose qui a élevé le nombre de morts à 29. Et pour ces victimes,
qui longtemps n'étaient pas cités, les sankaristes demandent le respect de leur mémoire. Selon les défenseurs de l'idéal sankariste, toutes les 29 personnes tuées sont des héros tombés pour la révolution. Mort pour la révolution. Le point des relations entre le Burkina Faso et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO et la modification du décret portant renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà entre autres les grands points qui ont animé le Conseil des ministres de ce mercredi 6 avril 2022 et qui s'est tenu au palais de Kosiam en présence du chef de l'État. Le point, c'est avec Serge Kaboré. À moins de 3 semaines du délai imposé par la CEDEAO au Burkina Faso pour présenter un chronogramme acceptable de la transition sous peine de sanctions économiques et financières, le gouvernement burkinabé, à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, a tenu à rassurer les populations. Toutefois, le gouvernement burkinabé affirme avoir demandé à la CEDEAO un soutien militaire et humanitaire. Le gouvernement tient donc à rassurer l'ensemble de la population burkinabé. Notre gouvernement est dans une bonne prédisposition, les discussions se poursuivent, les concertations se poursuivent afin justement d'harmoniser les points de vue et nous voyons que l'institution CEDEAO est dans une bonne disposition et nous espérons que d'ici là justement nous allons avoir et le soutien et l'accompagnement de la CEDEAO. En tout cas, le gouvernement a déjà demandé un soutien sur les questions humanitaires et militaires de la part de l'institution et nous attendons justement à ce que cette CEDEAO des peuples puisse se pencher sur cette doléance-là et nous apporter son soutien. Également en marge de l'hebdomadaire Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé a adopté un décret en rapport avec le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature. La modification de ce décret vise à intégrer le premier président et le commissaire du gouvernement de la Cour administrative d'appel au titre des membres de droit dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. L'adoption de ce décret permet de se conformer aux dispositions de la loi organique numéro 049-2015/CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a aussi adopté un décret portant approbation des statuts du Centre national d'études stratégiques CNES. L'adoption de ce décret permet de doter le Centre national d'études stratégiques d'un cadre juridique lui permettant d'accomplir ses missions conformément au décret numéro 2014-609/presse/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Par ailleurs, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a fait une communication relative à la campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19. Cette campagne se déroulera du 8 au 14 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national et concernera les personnes âgées de 18 ans et plus, y compris les femmes enceintes et allaitantes. Les enfants de 12 à 17 ans sont également concernés sur autorisation parentale. C'était au cours d'une séance plénière à l'Assemblée législative de la transition que le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo, a décliné les grandes orientations du gouvernement de la transition. Les objectifs déclinés à l'hémicycle prennent en compte les propositions faites par le Centre pour la gouvernance démocratique. Par ailleurs, au titre des réformes, le CGD invite les autorités à porter un regard particulier sur le financement privé accordé aux partis politiques. Reportage Sanata Serré et Cheikh Omar Ouedraogo. Pendant la transition, le gouvernement entreprend lutter contre le terrorisme et apporter une réponse à la crise humanitaire qui découle de l'insécurité. Il se donne également pour objectif majeur de refonder l'État et d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. L'ensemble de ces 4 objectifs stratégiques ainsi déclinés répondent aux besoins du moment, selon le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Toutefois, les questions sécuritaires et humanitaires ne doivent pas occulter les autres préoccupations de la nation, affirme le responsable des programmes au CGD. Moi, les 4 objectifs se tiennent. Ils se tiennent d'autant plus que si vous résolvez uniquement la question sécuritaire et humanitaire, sans toucher aussi à la gouvernance démocratique, il n'est pas exclu que nous retombons un jour dans les mêmes travers.
Donc, raison pour laquelle j'adhère à l'idée de faire à la fois de la lutte contre le terrorisme et la résolution de la crise humanitaire les priorités, mais en même temps, nous sommes d'avis qu'il faut adresser la question de la gouvernance démocratique. Albert Ouedraogo et son équipe comptent également assainir la classe politique burkinabé en la débarrassant de certaines pratiques telles que la corruption électorale qui empêche l'expression d'une démocratie véritable lors des scrutins. Pour ce faire, le gouvernement ambitionne plafonner les dépenses des campagnes et réglementer par la même occasion la création et le financement des partis politiques. Des mesures qui entrent en droite ligne des propositions faites par le CGD à la commission technique chargée de l'élaboration de l'agenda de la transition. Le CGD invite même les autorités à aller au-delà du plafonnement en régulant le financement privé alloué aux partis politiques. Nous accueillons positivement, nous sommes très ravis de voir que cette préoccupation que le CGD pose depuis 10-15 ans, à savoir le plafonnement des dépenses de campagne et la régulation des financements privés, a peut-être enfin eu une oreille attentive. Si on ne plafonne pas les dépenses de campagne, qu'est-ce qui arrive? Les candidats nantis ou les candidats qui ont la faveur des opérateurs économiques, et vous savez que dans notre au niveau du Burkina, il y a une imbrication entre le milieu politique et le milieu des affaires. Donc quand les hommes d'affaires transportent des enveloppes qu'ils viennent remettre aux candidats dont ils ont la certitude que voilà le cheval gagnant, si on peut parler ainsi, après les élections, la conséquence c'est quoi? Après les élections, c'est les mêmes hommes d'affaires qui sont dans les BTP, qui construisent des infrastructures routières et autres, ils vont renflouer les caisses. Et avec quoi ils renflouent les caisses? C'est avec les marchés publics. Il ne faut pas s'arrêter au plafonnement, il faut aussi aller à la régulation des financements privés. Parce que les financements privés, c'est là où les hommes d'affaires vont mettre l'argent, miser sur les chevaux gagnants dans l'espoir de récupérer les marchés publics. L'autre mesure annoncée par le Premier ministre est de doter la chefferie coutumière d'un statut particulier à travers une loi. Ce statut permettra de clarifier, selon le CGD, le rôle de ces derniers en vue de préserver leur image. Cette autorité coutumière, en interférant dans les affaires politiques, développe deux discours qui jouent parfois sur les jeux démocratiques. Premier discours, quand il s'agit d'élections, ces derniers aiment dire que nous sommes des citoyens comme tout le monde, laissez-nous le droit de participer aux élections, droit d'être éligible. Ça, c'est le premier discours. Quand ça ne les arrange pas, ils aiment dire écoutez, nous ne sommes quand même pas comme tout le monde. Ces personnalités-là sont tellement importantes pour la vie nationale qu'il ne faudrait pas que ces personnalités-là se sabordent en rentrant dans les jeux, dans la politique politicienne. Parce que quand ils sont là, c'est des grands électeurs, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire, avec ou sans consigne de vote, ils influencent le processus. Mais si un statut les permet de rester à équidistance et à rester à équidistance de tous ceux qui sont en compétition électorale, ça permet pour moi d'assainir les règles de jeu démocratiques. Autre point saignant de la feuille de route de la transition, c'est la suspension des recrutements sur mesure nouvelle. Bien qu'il soit l'émanation de la loi, ce type de recrutement a besoin d'être mieux encadré, à en croire Anselme Somda, qui estime qu'il ne répond pas à tous les principes du droit administratif. Afin de se rapprocher davantage de sa clientèle, Canal+ Burkina a procédé ce mercredi 6 avril 2022 au lancement officiel de son service Call Center. Cette initiative qui vise, selon ses premiers responsables, à créer plus de proximité avec les clients tout en répondant à leurs différentes préoccupations, et cela sans que ces derniers n'aient besoin de se déplacer. Les locaux du dit service et les compétences de son personnel ont été présentés aux hommes de médias lors d'une conférence de presse, et c'est avec Sanata Serré. Pour tout besoin de renseignements sur les offres et produits de Canal+ Burkina ou pour signaler un problème technique, plus besoin de vous déplacer. Il est désormais possible pour les clients d'échanger directement avec Canal+ Burkina, ce grâce à ce service call center mis en place par l'entreprise. À travers cette initiative, Canal+ Burkina entend ainsi se rapprocher davantage de sa clientèle, la satisfaire et la fidéliser. Un call center, c'est quoi? C'est une équipe qui va pouvoir joindre et qui va pouvoir être joint par nos abonnés. Pourquoi? De manière à ce que les choses soient plus simples pour nos abonnés.
à ce qu'on puisse donner plus de flexibilité, plus de compréhension, à ce que les gens puissent parler dans leur langue, à ce que les gens puissent parler avec des codes qui sont les leurs. Donc pour nous, c'était très important d'apporter ce niveau de proximité et cette expérience client pour l'ensemble de nos abonnés, pour qu'ils puissent vraiment être compris dans leurs préoccupations et pour que la communication puisse être encore plus fluide et encore plus dure avec nous. Via également ce centre d'appel, Canal Plus Burkina mène simultanément des enquêtes de satisfaction suite à l'installation d'une antenne, procède à des rappels d'échéance d'abonnement et informe sa clientèle sur la grille des programmes des différentes chaînes sur les bouquets. Les conseillers ont été staffés sur 3 pôles, comme je le disais. Donc l'émission d'appel, la réception d'appel et le digital. Donc sur l'émission d'appel, ils vont passer des appels pour voir la satisfaction des clients. Ils vont aussi rappeler les échéances d'abonnement. Et sur la réception, donc ils vont attendre les appels des clients et les clients vont exposer leurs différentes demandes et les conseillers vont les accompagner. Nous avons une équipe pluridisciplinaire et ils sont compétents en émission d'appel et compétents en réception d'appel. Donc quand on sent qu'on a un flux trop important sur la réception d'appel, on se charge en fait de staffer plus de monde sur la réception d'appel, donc pour permettre aux clients de facilement joindre Canal+. Au cours de cette conférence de presse, le personnel et les locaux du service ont été présentés aux journalistes. C'est un service qui compte une trentaine de personnes, dont 20 conseillers. Et les différentes langues parlées par les conseillers sont le français, le dioula, le moré, le dafi, le gouroussi et le bissa. Le numéro du call center est le 3075 et est joignable tous les jours de 8h à 20h. Parlons à présent d'une association créée par des aides ménagères et qui est essentiellement composée d'elles. Il s'agit de l'Association des défenses des droits des aides ménagères et domestiques au Mali, en abrégé ADAD Mali, une association qui s'est fixée pour mission la protection physique et financière des aides ménagères. En effet, aujourd'hui, le principal cheval de bataille de cette association est le respect des lois protégeant les travailleuses domestiques. Selon l'ADAD Mali, majoritairement des mineurs sont exploités dans les grandes villes du Mali. C'est un reportage signé Bouraï Mansoulou, notre correspondant au Mali. À Bamako, comme dans les autres grandes villes du Mali, beaucoup de filles migrantes souffrent d'abus de la part de leurs employeurs. Pour soulager la souffrance de ces filles, l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques au Mali, ADAD Mali, s'est donné la mission principale de les venir en aide. Dans ce centre de l'association, la plupart des filles accueillies sont victimes de plusieurs abus, comme nous l'explique Sokana Traoré. Les difficultés que les aides ménagères rencontrent sont entre autres les non-paiements de salaire, les violences, que ce soit sexuelles, les abus, les harcèlements qu'elles subissent dans leur famille d'accueil, vraiment au cours de leur parcours migratoire ou bien même avec une tierce personne de la communauté. Considérées comme les chenilles ouvrières de bon nombre de ménages dans les grandes villes au Mali, ces filles ne jugent d'aucun droit élémentaire selon la présidente de l'ADAD Mali, Sitan Fofana, qui compare le traitement des aides ménagères à de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, l'aide ménagère est considérée comme quelqu'un qui n'est pas être humain. Aujourd'hui, nous sommes vus comme des gens qui n'ont même pas droit au droit. Aujourd'hui, nous sommes vus comme des gens qui sont nés juste pour souffrir, pour travailler. On dit que l'esclavage a été aboli. Nous, on dit que pour nous, ce n'est pas le cas. Nous continuons à vivre dans l'esclavage, même si c'est moderne, même si le nom a changé de l'esclave à aide ménagère. Sitan Fofana déplore aussi le non-respect des lois liées au salaire minimum au Mali. En effet, la loi malienne fixe le salaire minimum à 40 000 francs CFA, ce qui n'est pas le cas dans la pratique, constate Sitan Fofana. Nous sommes payés aujourd'hui de 5 000 à 15 000 dans la plupart du temps. Rares sont celles qui sont payées à 15 000. Pratiquement, c'est celles qui sont orientées par des associations ou par des agences de placement qui reçoivent de 5 000 et plus. Mais celles qui se promènent comme ça à chercher du travail, qui sont même majoritaires par rapport à celles qui sont placées par les agences de placement, celles-là sont payées à de 5 000 à 10 000 francs, 12 500 maximum. Pourtant, le SMIC aujourd'hui au Mali, c'est 40 000 francs CFA. L'Association de défense des droits des aides ménagères appelle les autorités maliennes à faire respecter les lois. Elle appelle singulièrement l'inspection du travail à s'intéresser au cas des travailleuses domestiques.
Un nouveau rapport de Human Rights Watch qui pointe du doigt les forces armées maliennes FAMA. L'ONG les accuse d'avoir perpétré un massacre dans la ville de Moura, située dans le centre du pays. C'est dans cette localité que l'armée malienne avait lancé une opération du 23 au 31 mars contre les djihadistes. L'armée affirme avoir tué 203 combattants islamiques, mais l'ONG conteste ce bilan. Suivons ce reportage. Le Mali dément les accusations de l'ONG Human Rights Watch. Dans un rapport publié mardi, l'ONG accuse les forces maliennes et des combattants russes présumés d'avoir tué environ 300 civils fin mars dans la ville de Moura. Néanmoins, selon l'état-major malien, ces accusations infondées n'ont d'autre objectif que de ternir l'image des FAMA. Les FAMA sont intervenus à Moura, pas pour aller tuer des civils. Nous allons continuer la conduite de nos opérations dans le respect strict du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Moi, je voudrais rassurer les populations maliennes. Les FAMA n'opèrent pas contre les populations civiles. Nous sommes conscients que la réussite de nos opérations dépend du soutien de ces populations. Et tant que les populations sont sécurisées, tant que les populations sont protégées, nous savons que nous sommes en train de mener à bien nos missions. Dans un communiqué publié mercredi, l'état-major a félicité les FAMA pour leur bravoure ainsi que leur engagement pour la défense du territoire national. On dit souvent que la vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup de gens échouent tout simplement parce qu'ils essaient de copier les autres sans se rendre compte que tout le monde a un questionnaire bien différent. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Prenez grand soin de vous et à demain.